Bonjour Eri De Luca, vous êtes actuellement en France pour accompagner la parution de votre livre Aller simple, suivi de L'hôte impénitent en poésie Gallimard. Ce livre se compose du recueil Aller simple paru dans la collection du Monde entier, précédemment en 2012, mais il contient aussi de nombreux poèmes inédits en français. Nombreux sont ceux qui vous connaissent comme écrivain, auteur de romans et de récits, Montevideo, Trois chevaux ou plus récemment Impossible. De récits ou réflexions inspirés par votre lecture de la Bible, Le noyau d'olive, Au nom de la mer, pour n'en citer que quelques-uns. Et l'on a même pu qualifier souvent votre écriture de poétique. Mais les textes rassemblés ici se rapprochent un peu plus encore du noyau dur de la poésie, puisqu'il s'agit de véritables poèmes, de forme relativement courte et en vers ou versets. Certains vous savez écrivain et vont vous découvrir poète. Ce sera pour nous l'occasion de vous interroger pendant les 45 minutes qui viennent sur votre œuvre, bien sûr, mais aussi sur votre relation à la poésie. Alors, si certains de vos lecteurs vous découvrent poète dans ce livre, ils ne seront pas perdus pour autant, tant l'on peut y percevoir l'écho de tous vos livres, y retrouver la matière même de votre œuvre. Pouvez-vous nous dire comment ces deux écritures s'articulent pour vous, tant sur le plan de l'expérience concrète que du sens que vous leur donnez ? Moi, je suis quelqu'un qui écrit des pages en prose. Et je sais que ma prose, à un bon moment, mieux que ça, je ne peux pas la faire. Et donc, je suis satisfait du résultat définitif de cette impression que je ne peux pas l'améliorer. Par contre, dans mes essais de poésie, je sais que ces pages auraient pu être améliorées, mais je n'arrive pas. Donc, je me prends pour un poète par approximation et pas par rejoint. Je ne me prends pas pour quelqu'un qui a rejoint le format de la poésie. Donc, je pense que ce sont pour moi, plutôt que des vers, sont des lignes coupées qui ont la raison de suggérir la respiration. Ça veut dire que je pense que plus qu'une page de prose, une page de poésie doit être lue avec la voix, avec les cordes vocales. Et alors je suggère, avec les coupures des lignes qui, à l'apparence sont des vers, la respiration, la pause, une indication pour quelqu'un qui veut la lire à la personne à côté. C'est quelque chose qui engage tout le corps alors, puisque c'est la lecture, la voix, l'écoute. Oui, c'est le côté laïque de ce que représente la prière. La prière aussi engage le corps et s'adresse à la divinité. Non, moi je ne m'adresse pas à la divinité, je m'adresse tout simplement à la page qui est face à moi et qui est très accueillante. Elle m'attend sur les genoux, parce que j'écris sur les genoux, avec le stylo et le cahier. Et encore ce matin, j'en ai écrit une. Ah. Encore ce matin, j'ai produit à mon réveil un poème sur les étincelles. On a hâte de le lire. Alors justement, Eri De Luca, est-ce que vous pouvez nous lire quelques extraits de Aller simple, le texte qui ouvre ce livre ? Aller simple, je me suis mis à bord d'un bateau et à écouter comme un fantôme la traversée des migrants entre l'Afrique et l'Italie. Et donc, dans ce bateau, il y a des voix des personnes. Alors, d'abord, en italien, vous me dites ? Oui, s'il vous plaît. Et après, vous lirez en français ? Ou le contraire, ou bien avant comme en français. Vous préférez. Non, comme est plus pratique pour les écouteurs. Alors, peut-être en italien, comme ça, on laissera notre imagination pour ceux qui ne connaissent pas l'italien. Dicono siete sud. No. Veniamo dal parallelo grande, dall'equatore centro della Terra. La pelle annerita della più dritta luce. Ci stacchiamo dalla metà del mondo, non dal sud.
a spinta di calcagno sul tappeto di vento del Sahara, salone di bellezza della notte, tutte le stelle appese, l'acqua sopra una spalla, il fagotto sull'altra, mantello, camicia e libro di preghiere. Il cielo è dritto, un cammino segnato, più breve della terra saliscendi. A sera ricuciamo il cuoio dei sandali col filo di budello e l'ago d'osso, ogni arnese ha valore, ma di più il coltello. Signore del mondo, ci hai fatto miserabili e padroni delle tue immensità. Ci hai dato pure un nome per chiamarti. On dit, vous êtes le Sud. Non, nous venons du grand parallèle, de l'équateur, centre de la Terre. La peau noircie par la plus directe lumière, nous nous détachons de la moitié du monde, non pas du Sud. Par poussée de talons sur le tapis devant du Sahara, salon de beauté de la nuit, toutes les étoiles en suspense. L'eau sur une épaule, le baluchon sur l'autre, manteau, chemise et livre de prière. Le ciel est droit, un chemin tressé, plus court que la terre vallonnée. Le soir, nous recousons le cuir de nos sandales avec du fil de boyau et une aiguille à anneau. Chaque outil a une valeur, même le couteau, plus encore. Seigneur du monde, tu nous as fait misérables et maîtres de tes immensités. Tu nous as même donné un nom pour t'appeler. Vous voulez que je poursuive? Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les 4 poèmes d'Aller Simple. Tous ensemble. Comme ça, on aura vraiment une idée de ce magnifique poème épique. Nous sommes encore dans le bateau alors avec cette page. Vogliono rimandarci. Chiedono dove stavo prima, quale posto ho lasciato alle spalle. Mi giro di schiena. Questo è tutto l'indietro che mi resta. Si offendono, per loro non è la seconda faccia. Noi onoriamo la nuca, da dove si precipita il futuro, che non sta davanti, ma arriva da dietro e scavalca. Devi tornare a casa. Ne avessi una, restavo. Nemmeno gli assassini ci rivogliono. Rimetteteci sopra la barca, scacciateci da uomini. Non siamo bagagli da spedire. E tu, Nord, non sei degno di te stesso. La nostra terra inghiottita non esiste sotto i piedi. Nostra patria è una barca, un guscio aperto. Potete respingere, non riportare indietro. È cenere dispersa la partenza, noi siamo solo andata. Ils veulent nous renvoyer. Ils demandent où j'étais avant, quel lieu laissé derrière moi. Je tourne le dos, c'est tout l'arrière qu'il me reste. Ils se vexent. Pour eux, ce n'est pas une deuxième face. Nous honorons la nuque, d'où s'élance l'avenir, qui n'est pas devant, mais qui arrive par derrière et en jambes. Tu dois rentrer à la maison. Si j'en avais une, je serais resté. Même les assassins ne veulent plus de nous. Remettez-nous dans le bateau, chassez-nous un homme. Nous ne sommes pas des bagages à expédier, et toi, Nord, tu n'es pas digne de toi-même. Notre terre engloutie n'existe pas sous nos pieds. Notre patrie est un bateau, une coquille ouverte. Vous pouvez repousser, non pas ramener. Le départ n'est que cendres dispersées. Nous sommes des allers simples. Voilà, ici, on est hors du bateau. C'est une considération, une constatazione. So per certo che in natura tutto è sopraffazione, vita concimata a morte, pure il fiore. Però il fiore mi fa dimenticare la certezza. Je sais avec certitude que dans la nature, tout est abus, vie engraissée à mort, même la fleur. Pourtant, la fleur me fait oublier ma certitude. Merci. Alors, Éric De Luca, à ceux qui voient dans la... J'avais encore une autre. Ah oui, je crois, oui. Il y avait la page... Ce dernier encore sur poème. les fleurs. Encore sur le fleur. Sul campo è sparsa la fiorita del mandorlo.
s'attacca sotto i sandali. In cucina la donna va dicendo: il solo sei che porta in casa i fiori sotto i piedi. E tu la sola che li accoglie col manico di scopa, anziché con il vaso di cristallo. Le champ est parsemé de fleurs d'amandier. Elle se colle aux sandales. À la cuisine, la femme dit: tu es le seul qui apporte à la maison des fleurs sous les pieds. Et toi la seule qui les accueille avec un manche à balai au lieu d'un vase en cristal. Merci. Alors, c'est pas tout à fait la totalité de ces poèmes n'était pas dans Aller simple. Nous avons entendu 2 premiers poèmes extraits d'Aller simple et ensuite 2 courts poèmes. Mais tant mieux parce que ça nous donne ici l'étendue de votre un petit peu des tonalités de votre poésie dans ce livre. Et finalement, on voit bien que vous préoccupez à la fois de porter la voix des migrants et à certains moments de revenir à l'expérience humaine individuelle la plus sensible dans cette courte parabole autour de la femme qui rappelle qu'il est essentiel de voir la fleur et non pas le balai, en quelque sorte. Et c'est une image très marquante. À ceux qui voient dans la poésie donc l'expression d'une subjectivité, vous apportez une forme de démenti, Héry De Luca. Tant dans le livre, on croise des hommes et des femmes qui traversent des luttes politiques, des guerres, et tant aussi lorsque le poème prend la forme du pronom personnel « je », c'est pour dire une expérience humaine qui va bien au-delà d'une expérience personnelle. Il y a une forme d'universalité très forte, je trouve, dans ce livre. Est-ce que donc, Héry De Luca, votre poésie est davantage une poésie du nous que du je ? Le nous qui est scandé, notamment dans Aller simple, reste en mémoire pendant longtemps après la lecture de ce texte. Je suis quelqu'un qui a la grande partie, la majorité de ses actions de l'autre siècle, le XXe siècle. Je suis né à la moitié de ce XXe siècle. Et j'ai ressenti ce siècle majeur comme une force écrasante sur toutes les petites histoires mineures, les vies mineures, qui ont été écrasées, éparpillées, déplacées. Donc il y a ce sentiment que l'histoire personnelle est quelque chose qui s'est lié à toutes les formes possibles de résistance à la déformation d'un siècle majeur. Donc ce nous, ou ce je, est un résumé, un résidu de la vie des personnes. C'est comme une lettre écrite de l'intérieur d'une prison ou d'un camp de concentration. Le XXe siècle a été ce siècle qui a incarcéré le nombre majeur de vies humaines, qui les a déplacées d'un continent à l'autre en format géant de millions d'êtres humains. Donc c'est un siècle qui a pu s'exprimer à travers des morceaux de papier, pas avec des grandes écritures. A été un siècle poétique, par nécessité, par urgence, par manque de papier et d'encre, par manque aussi de temps pour arriver à les écrire. Et la poésie du XXe siècle était plutôt un format de combat de la littérature, au lieu d'une sérénade sous un balcon ou un art d'arranger des fleurs. Donc je suis un lecteur de cette poésie du XXe siècle. Et j'essaie de la poursuivre, ma prolongation de ce siècle, des lectures de ce siècle. Et il y a une urgence aujourd'hui encore à
raviver cette utilité de la poésie. La poésie a quelque chose qui sert dans les moments d'urgence, a une nécessité. Je me suis trouvé à Sarajevo pendant les années de la guerre. Je faisais le chauffeur des convois d'aide. Je suis entré dans Sarajevo pendant quelques trêves, comme ça, en amenant des choses indispensables, des nourritures, des médicaments, comme ça. Donc, là, j'ai connu un poète qui s'appelait Izet Sarajlić. Vous en parlez dans un des poèmes de ce livre. Oui, je le nomme. Un bel dans hommage. son poème. Oui. Il a passé tout l'encerclement, toutes les années de l'encerclement dans Sarajevo. Il n'a pas accepté d'être reçu ailleurs. Il voulait rester là. Parce qu'il disait, avec mes poèmes d'amour, j'ai été responsable du bonheur. Et donc maintenant, je suis responsable du malheur. Et ma responsabilité du malheur, c'est exactement celle de rester ici. Ne pas bouger, être à côté de mes lecteurs. Et comme ça, il m'a raconté comment a pu se chauffer pendant ces hivers balkaniques. Ces 4 hivers balkaniques, et donc il a commencé à brûler sa bibliothèque. Oui. Il a brûlé d'abord tous les livres des philosophes. Et le dernier, il m'a dit, c'était Montaigne. Après, il a brûlé l'hiver suivant. La collection automne-hiver suivant a brûlé les romans. Et le dernier était celui de Varlam Shalamov, les récits de la Colima. Et la 3e année, il a brûlé tout le théâtre. Et la 4e année, il fallait brûler la poésie. Mais la guerre est finie, et donc la poésie a été épargnée. Mais ça, c'est cette classification du feu. Oui, il y a un poème comme ça qui s'appelle... Si, m'apprend à moi que la poésie était la plus indispensable. Tant que les autres pages, les pages des autres genres littéraires, brûlaient en donnant la dernière calorie possible, celle du feu, et à travers la lecture des poèmes, il se procurait une calorie supplémentaire. La mystérieuse calorie supplémentaire qui peut donner la poésie quand les cils se frottent sur les vers. Ça, lui, a donné cette calorie. Donc, c'est pour ça qu'il a gardé la poésie, parce qu'il lisait la poésie tant que brûlait les autres livres, l'autre littérature. Donc, la poésie, j'ai appris à travers lui que la poésie peut réchauffer. C'est une forme de calorie mystérieuse qui peut permettre de surmonter des hivers balkaniques. Et vous-même, quand vous étiez à Belgrade, je crois, vous aviez en mémoire certains poèmes pour vous aider dans cette solitude que vous avez vécue là-bas. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience? Mais ça, c'était quelque chose de très personnel, le fait que je suis allé à Belgrade pendant les bombardements de l'OTAN. C'était quelque chose de personnel qui regardait ma ville, Naples, qui a été la plus bombardée d'Italie pendant la Deuxième Guerre mondiale, et que les bombardements ont laissé des cauchemars perpétuels dans les sommeils et les cauchemars de ma mère. Donc, quand c'est revenu à nouveau des bombardements d'une ville en Europe, alors je suis allé de l'autre côté. Je suis allé à Belgrade. C'est un appel. Et je suis allé se passer, j'ai fait poser ma candidature à l'ambassade à Rome, parce que nous bombardions un pays sans lui déclarer guerre, donc il y avait l'ambassade. Et après avoir pris des renseignements sur moi, ils m'ont permis d'entrer. Je suis entré à travers l'Hongrie et je suis trouvé à Belgrade. Et j'ai passé le dernier printemps du XXe siècle, comme à côté de ma mère et de ses bombardements et de son cauchemar à propos de la sirène d'alerte, d'alarme aérienne, que je pense que pour moi c'est la colonne sonore du XXe siècle. Et là j'avais avec moi des poèmes sauf-conduits pour moi.
un vers de Hölderlin, très, très fameux, très célèbre, qui dit là où il y a le danger, crois aussi ce qui sauve. Le poème Patmos de Hölderlin. C'est un poète, c'est un vers très fameux. Oui. Mais pas pour moi. Je venais de le découvrir et donc je l'ai amené avec moi. Et après, j'ai eu comme sauf-conduit aussi un poème de Dylan Thomas sur un bombardement sur Londres. Et un vers de Mandelstam. Autre prisonnier, Mandelstam. Oui. Эта ночь непоправимая у вас еще ветро. Cette nuit est irréparable et chez vous, il y a encore de la lumière. Donc oui, les poèmes m'ont tenu compagnie comme une espèce de carillon dans la tête. Donc ils peuvent à la fois réchauffer et tenir compagnie. Oui, et donner de la consistance. Je ne peux pas dire que c'était de la... Non, c'était de la consistance parce que j'allais pas dans les refuges antiaériens. Je n'étais pas là pour me protéger. Je n'étais pas là pour être à côté d'une ville et dans une ville bombardée, la dernière ville bombardée d'Europe. Donc ces poèmes m'ont tenu compagnie par les semaines que je suis resté là, en hôte solitaire parce que j'étais seul. J'habitais dans une chambre d'hôtel. À le 8e étage, avec les fenêtres ouvertes parce que les bombardements avaient complètement détruit les vitres. Oui. Et donc, c'était les nuits les plus rumoreuses, comme on dit, les plus bruyantes. Oui. Ouais. Les rumeurs, jamais plus entendues si fort, si secouant, qui secouait la terre et les pierres. C'était pas seulement des bombardements aériens, il y avait aussi des roquettes, des missiles qui étaient... Et donc, si, j'ai accompli mon devoir de citoyen du XXe siècle, là-bas. J'ai interprété comme ça ma présence là-bas. Et la poésie m'a tenu compagnie. La poésie, là. Je n'ai pas écrit de poème, là, à Belgrade. Mais j'ai lu et relu. On le sent dans tout ce livre que vous êtes un grand lecteur de poésie, Henri De Luca. Un lecteur de poésie. J'aime les poètes qui sont pas trop difficiles à comprendre. Izet Sarajlić, qui avait perdu sa femme de toute la vie après la guerre, alors il lui avait écrit des poèmes très courts, du genre « C'est de là, embrassés sur le rivage du fleuve, aurions pu être nous deux. Mais nous ne promènerions plus jamais sur aucun rivage embrassé. Alors, viens, promenons-nous au moins dans ce poème. » J'aime des poèmes comme ça, non? Des poèmes comme ceux de Sarajlić, de Nazım Hikmet. Oui. Poète autour, comme ça. Comme les poèmes que vous nous avez lus tout à l'heure. Et la force de la poésie, c'est peut-être aussi de pouvoir les mémoriser et donc se les répéter effectivement dans la solitude. Oui, on n'a pas besoin d'amener des livres pour la poésie. Et je sais que c'est évident pour moi, mais c'est que les prisonniers qui ont pu garder des choses par cœur, des lectures par cœur, se sont protégés mieux. C'est ce que disait aussi Georges Semprin dans un de ses livres. Il raconte que quand il a été déporté, il avait appris beaucoup de poèmes dans son enfance et ça l'a beaucoup aidé de pouvoir se les répéter. C'est éprouvé. Elisabeth, est-ce que vous pouvez nous lire? Elisabeth, vous pouvez vous présenter en une minute? Vous êtes... Oui, je fais partie des livreurs, qui est
un groupe qui s'occupe de lecture à voix haute, essentiellement, donc sur scène. Et il y a un atelier de lecture à voix haute qui est né à la Sorbonne il y a maintenant une quinzaine d'années à peu près, et dont j'ai fait partie à cette époque. Et puis ensuite, j'ai rejoint le groupe professionnel des livreurs. Et donc, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour lire des poèmes d'Héry De Luca. Merci. Alors, je vais commencer avec le poème « Notre mère ». Notre mère qui n'est pas au ciel et qui embrasse les confins de l'île et du monde, béni soit ton sel, béni soient tes fonds. Accueille les bateaux surbondés sans une route sur tes vagues. Les pêcheurs sortis la nuit, leurs filets parmi tes créatures, qui reviennent le matin avec la pêche des naufragés sauvés. Notre mère qui n'est pas au ciel, à l'aube, tu as la couleur du blé. Au couchant, du raisin de la vendange. Nous t'avons semé de noyers plus que tout autre âge de tempête. Notre mère qui n'est pas au ciel, tu es plus juste que la terre ferme, quand même tu élèves des vagues murailles, puis les abaisses en tapis. Garde les vies, les visites tombées comme des feuilles dans l'allée. Sois pour elles un automne, une caresse, une étreinte, un baiser au front d'une mère, d'un père avant le départ. Ça, je l'ai écrit à Lampedusa, ce poème. Je l'ai écrit à Lampedusa et c'était l'année suivante un grand naufrage qui s'est produit à moins qu'un kilomètre de la côte de Lampedusa. Et alors l'année suivante, j'étais là et je suis allé avec les pêcheurs qui venaient, qui en revenant de la pêche de nuit avaient retrouvé le reste de ce naufrage. Il avait essayé de tirer des personnes qui étaient là, qui étaient encore flottants. Et dès que la mer était pleine d'huile, les bras glissés, ils se sont jetés à la mer pour pousser de la mer sur le bateau les personnes. Donc, l'année successive, à la date de l'année suivante, avec ces pêcheurs, nous sommes allés, je suis allé sur leur bateau, exactement sur le lieu du naufrage, et nous avons fait un geste un peu différent de celle de jeter des fleurs. Nous avons décidé de jeter du sel, parce que ce lieu, c'était une blessure et ne devait pas être soigné. Devrait rester ouverte comme une blessure. Et c'est là que j'écris ces lignes sur la mer, sur notre mer, qui encercle l'île et le monde, parce que j'étais sur l'île de Lampedusa. La Méditerranée, vous l'évoquez dans Aller simple et aussi dans ce poème, c'est un symbole de l'union plutôt et de la poésie née sur les rives de la Méditerranée a eu une histoire très importante. Donc ce symbole de la Méditerranée en souffrance dans votre œuvre, c'est important. Mais oui, parce que je suis grandi dans la Méditerranée. Je suis grandi toutes mes étés sont passés sur une île. J'ai eu une relation intense et physique sur la mer, qui n'était pas un parc de divertissement. C'était un endroit sérieux, à prendre au sérieux. C'était dangereux. Il y avait toujours les histoires des personnes qui s'étaient coupées le cou en se jetant d'un rocher dans la mer, ou des naufragés, ou des poissons venimeux qui m'avaient déjà blessé les pieds. C'était un endroit sérieux, mais large, où il y avait le sentiment physique de la liberté. Par contre, la ville, pour moi, c'était l'exil. Et c'est cette mer qui m'a appris le sentiment d'appartenir, d'être un autre dans l'immensité, a été offensé par tous ces
naufrage, par toutes ces vies perdues qui ont tapissé le fond de la Méditerranée et qui sont entrés dans notre chaîne alimentaire. Parce que les poissons se sont nourris de cette offre géante sur le fond. Et donc, c'est pour moi un acte de réponse comme citoyen de cette mer contre l'offense d'une mer qui, oui, était une mer de naufrage aussi. Oui. Mais les naufrages de cette mer étaient dans les tempêtes, pas dans les mer calmes. Par contre, le naufrage de cette île que je dis dans cette histoire, c'est un naufrage en mer calme. Le bateau s'est renversé lui-même. Donc si, la mer est une mer blessée. Je la vois comme une espèce de, comment on dit, sudario. C'est comme le lancel qu'on met sur le visage sur le visage des morts. Le linceul, c'est pas un linceul? Linceul. Ah, d'accord, oui. Sudario. En italien, c'est sudario. Quelque chose qui vient du verbe souer. Le lancel, oui. C'est devenu je le vois maintenant comme un lancel. Un lancel crispé. C'est difficile d'oublier, effectivement, ces images. Cette image, c'est surposée sur mon image d'enfance, ouais. Sur mon expérience d'enfance de citoyen de cette mer. Elisabeth, est-ce que vous pouvez reprendre la lecture? Alors, je pensais lire le poème Sermon. Vis en aventureux, comme font les saints, les cigognes. Vis en desséché, comme fait l'herbe en cas de sécheresse. Elle se blottit sous terre pour renaître sous l'averse. Vis en pollen gaspillé 1 million de fois sur les trottoirs, les cailloux, et une seule, par hasard, dans l'ovaire. Vis en déserteur d'une guerre, proclame les vaincus, non pas le vainqueur. Trinque à l'insurrection des cibles. Prends par le bras, petite sœur, la mort, qui a déjà dû te chercher plusieurs fois. Dis-lui que tu l'invites au cinéma, qu'on donne ta vie, assise à ta droite. Dis-lui de se préparer, c'est toi qui passeras à la prendre à cette heure-là. Il y a un autre poème qui s'appelle « Deux ». Quand nous serons deux, nous serons veille et sommeil. Nous plongerons dans la même pulpe comme la dent de lait et la deuxième après. Nous serons deux comme sont les eaux, les douces et les salées. Comme les cieux, du jour et de la nuit. Deux comme sont les pieds, les yeux, les reins. Comme les temps de la pulsation, les coups de la respiration. Quand nous serons deux, nous n'aurons pas de moitié. Nous serons un deux que rien ne peut diviser. Quand nous serons deux, aucun ne sera un. Un sera l'égal de personne. Et l'unité consistera dans ce deux. Quand nous serons deux, même l'univers changera de nom. Il deviendra différent. Le final, c'est un jeu de mots entre l'univers e le divers. Cambierà nome pure l'universo, diventerà diverso. La chose meilleure qui peut arriver à des pages est de sortir de là et passer dans les cordes vocales de quelqu'un qui les lit avec la voix. Ça, c'est un privilège pour moi d'écouter cette voix qui fait sortir les mots fermés là-dedans, dans le livre.
C'est comme jeter de l'eau sur des fleurs japonais. Et puis c'est justement être deux aussi, puisque il y a vous qui avez écrit le poème et il y a cette voix qui est autre et qui le reprend, qui le lit, qui le porte. C'est le contraire de un, pour reprendre aussi un de vos livres, le titre d'un de vos livres. Alors je voulais vous demander aussi, Eri De Luca, une chose. Vous avez grandi à Naples, épicentre de la culture grecque en Italie. Vous avez aussi appris par vous-même l'hébreu en lisant l'Ancien Testament, notamment. Quelle influence la fréquentation de ces langues et en particulier de leur poésie a-t-elle eu sur votre propre poésie? Et je dis aucune, parce que le moi lecteur, qui est beaucoup plus grand du moi qui écrit, ne connaît pas celui qui écrit, ne le connaît pas. Ah. Ils ne se parlent, ils ne se connaissent pas. Et quand je suis lecteur, je suis complètement lecteur. Je ne suis pas le collègue de la personne que j'ai en train de l'auteur que je lis. Je suis complètement lecteur. Donc, mon isolement de lecteur ne permet pas de la transpiration envers l'autre côté de l'activité des mots, qui est celle de les écrire. Donc, mes mots sont dépend exactement de la vie que j'ai que j'ai connue, des personnes que j'ai rencontrées. De vos expériences. Pas des lignes que j'ai lues. C'est une poésie, et on le sent à la lecture, qui est très ancrée dans le réel de la vie et de toutes ses dimensions. Si, bien que je ne suis pas trop sûr que la vie soit réelle. Je pense que... Mais je suis né à Naples. Donc, où les fantômes étaient dans les maisons, et ils habitaient autour de nous et se manifestaient, et ils donnaient de l'aide, ou plutôt faisaient des mauvais trucs. De l'aide, par exemple, en suggérant la sortie des numéros loto dans le rêve, dans les rêves. Donc, c'était une présence le réel était très, très, très fréquenté par l'imaginaire. L'imaginaire, par un sous-réel qui était au-dessous ou à côté du réel, qui était mêlé, qui cohabitait dans la ville, dans les récits, dans les histoires. Ma tradition orale d'écouter à Naples était la tradition orale des bombardements, des fantômes et des tremblements de terre. Ça, c'était les pics qui étaient restés dans les voix des personnes qui racontaient, mais pas aux gamins, ils parlaient entre eux. Non? S'il y avait des gamins, ils l'envoyaient hors de la chambre. Mais j'écoutais. Je pouvais écouter. Je pouvais me syntoniser sur la longueur de vague de leur voix. Parce que la voix est une forme de transmission totale de l'expérience. La voix, cette modulation de fréquence, arrive à se mêler au système nerveux et lui transmettre directement l'expérience. Et les enfants, ils sont particulièrement sensibles. Donc... Ils sont absorbants. J'étais au moins absorbant. Mais la prémisse d'être absorbant est d'écouter. Donc de s'arrêter et de rester muet pour écouter. Et, dans le texte Et il dit, qui sert d'introduction au recueil L'hôte impénitent, vous évoquez précisément un moment de surgissement de la poésie. Je vais vous lire cet extrait. Et il dit, dans l'Écriture sainte, on lit un déluge de foi à propos de la divinité, et il dit, quand elle cesse de dire, la poésie commence. Quand l'écoute
organe céleste et visionnaire, donne à Élie la capacité d'entendre cette voix dans son bruissement de fine poussière silencieuse, la divinité cesse de dire. Elle a entraîné cet organe à percevoir des syllabes de murmure. Il existe un point dans l'oreille, un petit os appelé labyrinthe. C'est là qu'a lieu l'échange entre la divinité qui cesse et la poésie qui débute comme une suite. Dans le vestibule de l'os, labyrinthe, les deux voix se relaient. Pendant un moment, on ne peut pas discerner quand l'une finit et l'autre attaque. Pendant un moment, la poésie est elle aussi une voix de fine poussière silencieuse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette émergence de la poésie dans un deuxième temps et le degré de risque, comme vous le nommez, qui lui est attaché? Je pensais de l'avoir expliqué avec cette page. Mais c'était une page d'un lecteur de cette ancienne écriture, que c'est une rédaction écrite d'une immense tradition orale. Et c'est le format définitif appartient à la religion, à la foi ou à la lassitude, disait Borges. Donc ici, le format définitif appartient à une réduction en format définitif d'une immense tradition orale. Et cette tradition orale dépend du fait que le monothéisme est fait d'une divinité qui parle, qui s'exprime, qui dit, et qui descend dans un vocabulaire, dans une grammaire, dans des lettres. Saint Augustin se demandait, mais en quelle langue a parlé Dieu? La question est impossible à résoudre, mais on peut savoir en quelle langue a été rédigé ce récit de la voix. C'était l'ancien hébreu. L'ancien hébreu, c'est le format d'origine du monothéisme et donc de la rédaction de cette transmission orale, parce que la divinité parle. Il y a seulement un moment où la divinité écrit, et c'était dans le premier des tables de la loi, où il y a le doigt de la divinité qui incide les tables de pierre. Qui incise, oui. Mais sinon, la divinité parle continuellement. C'est un renversement, une déverse de mots. Et donc, ce sont des mots qui ne sont pas exclusivement dédiés à la transmission. Souvent, la divinité parle sans s'adresser à personne. Quand il commence à créer au chapitre 1 du livre de la Genèse, il commence à parler, il dit « Sois la lumière ». Il dit à qui? Non. Il dit à la lumière. Ce sont ces mots qui font avenir la lumière, qui allument. Et sont les mots de la divinité qui précèdent tous les 6 jours de la création. Avant, il dit, et après, les mots qu'il a dit deviennent la chose accomplie, deviennent la création. Donc, c'est de là que moi, comme lecteur, j'apprends que les mots amènent de la lumière. Que les mots me permettent de voir ce que j'ai devant les yeux. Je fais un exemple. Je vais avoir l'adoration d'images dans la chapelle degli Scrovegni à Padoue de Giotto, non? Adoration d'images. Bon, c'est un tableau merveilleux, le bleu outre-marin, qui s'appelle aussi le bleu de Giotto. Mais si j'ai quelqu'un à côté qui m'explique ce tableau, alors, avec sa voix, je vois le tableau. Avec ces mots, je vois le tableau. J'ai une bonne visuelle du tableau, sans les mots. Mais avec les mots, j'ai la haute définition de ce que je suis en train de voir. Ça, les mots me donnent cette espèce de lumière.
Et là, dans cette écriture, il y a cette manifestation de la lumière des mots. Alors, le poète, c'est qui? C'est qui? C'est le suivant. C'est celui qui fait continue cette tradition. Cette parole. Cette parole, de la parole, oui. C'est quelqu'un qui, comme demande la divinité à David, de lui chanter un chant nouveau. Il écrit un chant nouveau. David, qui est fameux pour la pierre qui tue le géant, mais David, c'est quelqu'un qui chante, écrit les mots et joue la musique. Un poète. Des psaumes. C'est un artiste complet, oui. Un chansonnier complet. Merci Eri De Luca pour votre parole, justement, et votre poésie qui nous éclaire. Et merci d'être venu en parler à la Sorbonne aujourd'hui. Et nous espérons évidemment lire de nouveaux poèmes de vous prochainement. Ça, c'est une crainte ou une menace? Un espoir. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci Elisabeth.